Donc, juste un petit rappel, puisqu'on a quelques nouveaux intervenants, enfin participants aujourd'hui, hein, de vous rappeler un peu ce que l'on cherche à faire avec Voix de pionnier. Donc, Voix de pionnier, c'est vraiment deux effets, hein, c'est écouter la voix et découvrir les voix. C'est donner la parole à des dirigeants d'entreprise, à la fois de notre région Centre-Val de Loire, mais aussi d'autres territoires, et c'est le cas aujourd'hui, pour avoir un retour d'expérience, un partage avec eux de ce qu'ils ont mis en place dans la transformation de leur modèle économique, notamment vers l'économie de la fonctionnalité. L'idée aussi, c'est d'avoir ce collectif régional et extra-régional autour de cette thématique du nouveau modèle économique qui est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. C'est vraiment ça l'exercice, c'est comprendre par l'illustration dans des univers et des situations et des entreprises complètement différentes, où qu'elles soient. Juste pour rappeler, hein, pour ceux qui ne sont pas encore complètement à l'aise avec le sujet, l'économie de la fonctionnalité, ce n'est pas un modèle, ce n'est pas une méthode, c'est un référentiel. En fait, c'est vraiment un mode de pensée qui permet de regarder les choses différemment et d'être en capacité d'opérer des changements, et des changements qui vont être vraiment très spécifiques à chaque entreprise et à chaque cas de figure. Et c'est ça qui fait toute sa richesse et tout son intérêt. Ce référentiel s'appuie sur 4 grands principes que vous voyez là, hein, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. La notion de développement durable, c'est-à-dire d'associer la performance économique avec l'efficience environnementale et sociale et sociétale, d'aller vers une dynamique servicielle avec l'idée de plutôt proposer de l'usage et la performance d'usage, tout en mettant l'homme au travail, l'homme avec un grand H, au cœur du modèle, puisque c'est au travers de lui que cette dynamique servicielle et que l'innovation immatérielle va se révéler, et avec cet impact, enfin cette idée de focaliser sur la croissance de l'immatériel en effet ciseau avec la décroissance de l'utilisation des ressources matérielles. Donc, c'est tout ça, ce référentiel qui va avoir plusieurs effets et plusieurs bénéfices pour les entreprises, hein. C'est effectivement sortir de l'impasse, de l'étau dans lequel elles sont, leur permettre d'assurer la pérennité de l'entreprise en se focalisant plutôt sur la valeur ajoutée que sur le chiffre d'affaires, mais aussi de se différencier sur leur marché, d'avoir une nouvelle relation avec leurs clients et fournisseurs, et au niveau interne, de développer les compétences, donc l'attractivité, l'engagement des collaborateurs, et comme je disais, ce faisant, avoir un impact sur la société, sur l'environnement qui est plutôt positif. Donc, c'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui avec notre témoin du jour, et je vais donc laisser la parole à Corinne et Didier. Avant de quitter la présentation, je garde juste le slide qui présente notre invité du jour. À toi, Corinne. Merci Isabelle. Alors, notre témoin du jour, Didier Dumont. Alors, il est tombé dans l'entreprise quand il était petit, j'ose dire, hein. Didier, c'est une entreprise Dumont Énergie qui a été créée en 1949 et qui a évolué dans ses métiers, avec petit à petit la création d'intégration d'activités qui vont être liées pas mal à l'environnement au fur et à mesure des années. Et Didier a repris l'entreprise, c'est la 3e génération en 2007, avec un angle développement durable. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est 35 salariés. Et Didier a eu un parcours, notamment au CJD, qui l'a amené petit à petit vers notre sujet d'aujourd'hui, comme pas mal de nos témoins d'ailleurs, qu'ils soient régionaux ou pas. Alors Didier, juste, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un déclencheur chez toi, chez vous, pardon, de cette nouvelle économie, de ce nouveau modèle économique? On peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Entre JD. Absolument. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne vois pas beaucoup de têtes parce que je pense que la consigne a été de ne pas mettre les caméras, mais si toutefois c'est possible de mettre quelques caméras, parce que je préfère parler à des personnes, à des visages plutôt qu'à un ordinateur, parce que j'ai peur pour ma santé mentale quand c'est ça. Donc,
Effectivement, je prends le point. Effectivement, c'est beaucoup plus sympa. Voilà, Juste pour certains, il peut y avoir un problème de bande passante. mais voilà, c'est ça, s'il y a des c'est surtout ça. problématiques, évidemment. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, s'il y a quelques visages, je préfère. Oui, donc effectivement, on a vu la présentation. Alors, donc je suis content d'être avec vous. Alors en plus, en ce moment, on est assez solidaire avec Centre Val-de-Loire et puis les Hauts-de-France, parce que je crois qu'on est les deux régions en tête de la pénurie d'essence. Donc voilà, donc nous sommes solidaires, hein, nous avons les mêmes problématiques, n'est-ce pas? Mais bon, voilà, tout ce qui se passe en ce moment, finalement, ce sont peut-être des catastrophes providentielles, parce que ça peut nous permettre d'accélérer justement le changement un peu de monde auquel on aspire. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Donc, pour moi, effectivement, j'ai, comme l'a dit Corinne, une entreprise familiale donc créée par mon grand-père en 1949. Parce que je vous rassure, je n'étais pas né, parce que quand je dis que l'entreprise était créée en 49, on me dit souvent que je ne fais pas mon âge, mais non, j'étais pas né. Nous avons donc évolué sur les activités comme on a pu voir. Aujourd'hui, effectivement, nos cœurs d'activité, ce sont les installations les installations et l'exploitation de chauffage, de ventilation, électricité, voilà. Et quand je suis arrivé dans l'entreprise, alors moi je suis arrivé dans l'entreprise quand mon père était à la tête de l'entreprise en 95. Et effectivement, j'ai repris l'entreprise en 2007. D'ailleurs, je n'avais pas forcément vocation à reprendre l'entreprise. À la sortie de mes études, c'était bien pour venir donner un coup de main à mon père et puis me faire une petite expérience. Et je devais voguer vers d'autres horizons. Et un autre horizon auquel j'aspirais, c'était le développement durable. Donc, voilà. Et finalement, dans l'entreprise, je me suis dit, mais ça ne veut rien dire, le développement durable, ce n'est pas une activité, c'est quelque chose de transverse qui doit irriguer l'ensemble des activités, l'ensemble des entreprises. Et à ce titre-là, je me suis dit, mais il y a plein de choses à faire dans le domaine d'activité de l'entreprise de mon père. Et voilà, j'ai commencé en fait à faire de mon entreprise un laboratoire. Alors avec ses avantages et ses inconvénients, évidemment. Et finalement, le développement durable a toujours été ancré en moi, mais quand je parle de ça, on sait que le terme développement durable est né en 92. Et finalement, moi, dans les années 95-2000, voilà, personne ne connaissait ce terme, mais moi, ça me motivait. Voilà. Et donc, ce qui fait que j'ai commencé à penser des stratégies un peu plus développement durable dans l'entreprise pour arriver finalement en 2008 avec une crise financière que tout le monde a connue. Et cette crise financière a eu des répercussions importantes sur notre activité. Même si effectivement on se disait, tiens, il s'est passé quelque chose de l'autre côté de l'Atlantique, c'est loin, mais finalement il y a eu des répercussions et effectivement en termes d'activité on a été un petit peu perturbé. Et tout ce que j'avais pu mettre en place finalement dans l'entreprise en termes de développement durable, donc c'était surtout des bonnes pratiques par rapport à l'environnement, par rapport à nos impacts, par rapport au social, par rapport à nos relations avec nos partenaires, etc. Eh bien, je me suis rendu compte que donc 2008, crise, 2009, 2010, ça commence effectivement à se tendre un petit peu pour nous. Donc, finalement, il faut faire des économies. Et je me suis rendu compte que finalement, les économies, je les faisais sur des budgets qui n'étaient pas essentiels à l'activité d'entreprise. Et qui étaient contraintes finalement à tes valeurs, aux valeurs que tu voulais développer dans l'entreprise. Exactement, parce que en fait, finalement, c'était les budgets des actions développement durable, entre guillemets, les bonnes actions, j'appelais ça, nos bonnes actions. Et ben, c'est ça qui, on a tapé dans ces budgets-là. Et je me suis dit, mince, c'est quand même, ça correspond à mes valeurs. Et finalement, c'est ça que j'ai mis en premier. Donc, je me suis dit, c'est dommage que finalement, ces questions de développement durable ne soient pas au cœur de la création de valeur de mon entreprise. Et donc, effectivement, donc j'étais au CJD, je suis rentré au CJD en 2005, et en 2011, j'ai été élu président de région Hauts-de-France du CJD. Et à ce titre-là, quand on est président sur un mandat de 2 ans,
voilà, on amène chacun effectivement un peu sa vision, sa dynamique. Et moi, ma dynamique, c'était de me dire à ce moment-là, est-ce qu'on ne peut pas intégrer au cœur de la création de valeur les questions de développement durable. Et donc, et c'est pour ça que, en creusant, en cherchant, etc., j'ai rencontré donc Christian Dutertre, et on a parlé d'économie de la fonctionnalité. Et lui était effectivement sur une action d'ailleurs dans les Hauts-de-France, auquel d'ailleurs le CJD participait pour créer un référentiel sur l'économie de la fonctionnalité. Par contre, il n'y avait pas eu vraiment expérimentation de terrain. D'expérimentation, de tests en grandeur réelle dans des entreprises. Et donc, moi, je lui ai proposé, je lui ai dit, sur mon mandat, on peut envisager de lancer des expérimentations auprès d'entreprises. Et c'est ce que j'ai proposé donc aux dirigeants de la région. Et on a eu d'ailleurs un grand succès parce que là, on voulait expérimenter une dizaine d'entreprises. Il y en a 60 qui ont été volontaires dès le départ. Donc, on a dû calmer un petit peu les ardeurs en disant, attendez, finalement, on est parti à 23 entreprises. Et on a monté les premiers dispositifs d'accompagnement qui aujourd'hui se diffusent un peu partout en France. Et nous, on continue à faire, on a des promotions régulières. Et avec la volonté finalement de basculer de modèle économique en 18 mois. Bon, autant dire que ça, c'était un vœu pieux, parce qu'on s'est aperçu que c'était impossible. Mais enfin, voilà, donc on a appris en marchant. Hein, ouais. Et finalement, on a créé et on a amélioré nos dispositifs d'accompagnement à partir de 2012. Donc, on a lancé ça. Et pour moi, pour mon entreprise, je me suis inscrit dans le premier dispositif pour expérimenter. Alors, ça a commencé par un cursus de déformation, c'est ça? Oui, alors c'est ça. Alors, c'est-à-dire que l'accompagnement, c'est un SAS. On avait un SAS de formation de 3 jours et ensuite, on avait des journées ou des demi-journées d'accompagnement, donc en collectif et avec un accompagnement individuel et en tandem sur 18 mois. Mais le SAS, effectivement, de 3 jours se faisait au départ. Et au départ, on avait dit que c'était un SAS de formation parce qu'en fait, il fallait rentrer dans la mécanique des modèles économiques, donc bien comprendre ce qu'est un modèle économique, et puis ensuite comprendre la différence du modèle d'économie de la fonctionnalité par rapport au modèle dominant qui est le modèle industriel. Et alors, effectivement, on a fait le SAS de formation et à la fin du SAS, moi j'ai dit, mais ce n'est pas un SAS de déformation, c'est un SAS de déformation parce qu'en fait, il faut réussir à déformer notre vision et les carcans dans lesquels on est pour comprendre que finalement, on peut faire différemment. Et moi, je me souviens bien, on avait monté ce cursus avec Christian Dutertre et Christophe Sampels à l'époque, qui avaient co-animé ce premier dispositif. Et pendant 3 jours, ils n'ont eu de cesse de nous dire, nous dirigeants qui étions autour de la table, arrêtez de dire que c'est impossible. Parce que nous, à chaque fois qu'ils nous avançaient des explications par rapport au modèle, on se dit, mais c'est pas possible, c'est impossible, mais c'est impossible. Arrêtez de dire que c'est impossible. Laissez-vous faire, lâchez prise, vous allez voir. Et effectivement, voilà, donc c'est pour ça qu'on a appelé depuis ce moment-là le SAS de déformation. Alors, ce que tu m'as dit, c'est que en fait, dans ce parcours, vous aviez abordé l'offre, mais que vous aviez laissé un peu de côté l'interne, les salariés. Ouais. Pourquoi ça t'a chiffonné? Oui, exactement. En fait, quand on a écrit, parce qu'on a écrit, donc c'était avec Christian Dutertre, Christophe Sampels et puis Franck Sprecher, qui était aussi au CJD avec moi, qui était mon vice-président d'ailleurs du régional. Et on a écrit finalement cet accompagnement au départ. Avant de le lancer, il fallait écrire un petit peu les différentes étapes. Et puis voilà, et on l'a fait avec nos connaissances de l'époque. Et finalement, on avait omis, c'est-à-dire qu'on se concentrait sur l'offre. C'est-à-dire qu'on se disait, voilà, c'est l'offre qui doit nous faire basculer dans un nouveau modèle économique. Et donc, il faut qu'on ait une offre vraiment qui prenne en compte justement tous les aspects de l'économie de la fonctionnalité, etc. Donc, l'usage, la performance, très bien. Et en fait, on s'est aperçu moi, je me suis aperçu parce qu'on expérimentait au fur et à mesure dans nos entreprises sur les 18 mois. Et puis, je me suis dit, moi, il y a quelque chose qui bloque parce que moi, profondément, je suis dans le participatif, je ne prends jamais mes décisions seul dans l'entreprise. Et je me suis dit, mince, moi, je fais le parcours, moi, je me déforme en tant que dirigeant, mais si mes collaborateurs ne sont pas dans cette même transformation,
il va y avoir du mal finalement à accepter peut-être des offres différentes. Et en plus, je m'empêche finalement d'avoir leur propre réflexion qui va être certainement bien plus riche que la mienne parce qu'on va pouvoir croiser des choses et leur expérience dans l'entreprise par rapport à leur poste, etc., me permet certainement d'avoir des meilleures pistes par rapport à l'évolution de nos offres. Donc voilà, donc moi, assez rapidement dans les rencontres qu'on faisait là tous les mois, j'ai évoqué ça, j'ai dit, mais pourquoi on ne parle jamais de l'interne? Il faut quand même qu'à un moment aussi dans l'interne, et c'est vrai que, voilà, alors parce qu'il y a d'autres dirigeants, eux, c'était effectivement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment sur leur offre et ils ont foncé tête baissée. Alors, parfois ça passait, parfois ça ne passait pas. Et justement, et j'ai un exemple d'ailleurs d'un dirigeant qui, lui, c'était dans le domaine de l'informatique, et lui, il a vu tout de suite un peu le basculement qu'il pourrait faire au niveau de son offre. Et en fait, c'est une entreprise qui fait beaucoup de maintenance informatique. Et lui, il est parti du principe qu'en fait, s'il faisait de la maintenance informatique, beaucoup de maintenance informatique, c'est que finalement, ce qu'il installait n'était peut-être pas suffisamment fiable. Donc, à un moment, il dit, voilà, je me fais un business sur mon incompétence du départ. Alors, c'est exagéré quand il dit ça, mais quelque part, c'est, voilà, il poussait le curseur loin. D'ailleurs, il faut toujours pousser le curseur loin, d'ailleurs, dans ses réflexions. Et lui, il a dit à ses salariés, donc il faisait 80% de maintenance, et il a dit à ses collaborateurs, j'ai mon nouveau modèle de demain. Mon nouveau modèle de demain, c'est zéro maintenance. Oui, donc pour lui, il y avait toute une mécanique qui se mettait en marche, etc. Et puis évidemment, c'était pas, je vire 80% des personnes qui sont dans l'entreprise, mais le faire comme ça, ça a été assez brutal quand même pour ses collaborateurs qui n'ont vraiment pas du tout compris, forcément. Et donc voilà, il y a eu quand même quelques difficultés par la suite. Et donc c'est pour ça que c'est important, et on le voit aujourd'hui dans les accompagnements d'aujourd'hui, donc 10 ans après, on voit bien que finalement, il y a la question évidemment de l'offre, mais il faut la co-construire. Il y a la co-construire avec ses clients, la co-construire avec ses collaborateurs. Il y a aussi l'environnement partenarial, donc les parties prenantes qu'il faut vraiment aussi intégrer. Enfin, on est aujourd'hui beaucoup plus ouvert, et on voit bien que finalement, il y a une question d'écosystème qu'il faut aussi, on va dire, accompagner et faire monter aussi en connaissances et en compétences. Donc c'est pas que le dirigeant. Au départ, on est parti, nous, pour uniquement former ou déformer le dirigeant. Et on s'est aperçu que voilà, il fallait vraiment élargir. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc en interne, on a effectivement mis en place un certain nombre de retours d'expérience. Alors, dans l'économie de la fonctionnalité, on appelle ça la réflexivité. Donc, on a beaucoup travaillé sur ça. Et puis, ça a permis justement d'alimenter et puis d'avoir des postures aussi. C'est-à-dire que si on porte une offre différenciante, mais que les collaborateurs n'ont pas la posture vis-à-vis, par exemple, de l'écoute avec nos clients, alors qu'on est vraiment dans ça, vu qu'il faut qu'on adapte à l'usage. Donc, quelque part, si on met une offre un peu plaquée comme ça et que que les collaborateurs ne sont pas appropriés, ça ne fonctionne pas, quoi. Donc, alors, on a parlé de l'évolution de l'offre. Peut-être qu'on peut passer à ça. Comment ton offre a évolué, comment tu l'as fait évoluer, quelles ont été les principales étapes de cette évolution? Alors, déjà, la première chose, finalement, la question qu'on se pose, c'est à quoi on sert et qu'est-ce qu'on apporte à un client. Finalement, cette question, elle est assez intéressante parce que quand on a fait cet exercice-là, d'ailleurs, dans l'accompagnement, c'est assez intéressant de voir les postures des uns des autres. Nous, on connaît les entreprises, on dit, bah oui, c'est évident, lui, il doit faire ça. Et en fait, finalement, il ne voit pas du tout sa mission comme ça. Donc, on se pose cette question-là. Moi, à un moment, effectivement, je me suis dit, et je l'ai remarqué d'ailleurs au fur et à mesure de rencontrer un petit peu mes clients après avoir été déformés,
c'est que mes clients, par exemple, avaient l'habitude de me demander une chaudière. Donc, je voudrais une chaudière, je voudrais que vous m'installiez une chaudière. Ah bon. Et finalement, jusque-là, je leur ai installé une chaudière sans poser de questions. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, pourquoi je dois lui installer une chaudière? On va dire parce qu'il me le demande. OK, très bien. Si on va un peu plus loin, on se dit, est-ce qu'il a besoin d'une chaudière? Ben non. Personne n'a besoin de chaudière, finalement. On n'a pas besoin du produit. Par contre, on a besoin de ce qui nous apporte, ce produit. Ce produit nous apporte quoi? Donc, il nous apporte de la chaleur, il nous apporte du confort, éventuellement une régulation particulière en fonction d'un mode de vie. Enfin, on creuse les choses, on tire la ficelle. Et on se dit, oui, mais donc du coup, la chaudière peut effectivement rendre ce service-là, mais est-ce qu'il n'y a que la chaudière? Donc, quand on revient sur l'usage et qu'on se pose la question effectivement de ce qu'a besoin notre client, on s'aperçoit que déjà, 2 clients qui nous demandent chacun une chaudière, ils ne vont pas avoir le même besoin. Et donc, quelque part, la solution à leur apporter, parfois, ce n'est même pas le produit, hein, c'est juste pas le produit, c'est que peut-être que l'installation actuelle n'est pas optimisée comme ils le souhaitent ou n'est pas régulée comme ils le souhaitent, et du coup, ils pensent qu'en changeant le matériel, ça va résoudre le problème. Donc, en fait, en creusant des choses comme ça, on arrive à déjà voir la question de l'usage. Et d'ailleurs, j'ai toujours une petite formule, on va dire, quand un client me demande une chaudière, histoire de le faire aussi réagir, parce que finalement, le client, il n'exprime pas son besoin quand il demande une chaudière. Et pourtant, il a l'impression d'exprimer son besoin. Ici, j'ai besoin d'une chaudière. Non, vous n'avez pas besoin d'une chaudière. Et donc, je lui dis, vous la voulez de quelle couleur, votre chaudière? Donc là, souvent, il y a un peu d'étonnement. Il dit, mais pourquoi vous me parlez de la couleur de la chaudière? Je ne sais pas, vous voulez une chaudière, c'est peut-être que vous faites collection, que vous voulez mettre ça dans votre salon, vous trouvez ça joli. Donc la couleur est quand même importante. Et là, il dit, non, mais non, j'ai besoin de me chauffer. Si vous avez besoin de vous chauffer, ça c'est autre chose. Donc on est d'accord que vous avez besoin de vous n'avez pas besoin de chaudière, vous avez besoin de vous chauffer. Très bien. On va partir de là et vous allez voir que il y a plein de solutions. Et que finalement, en creusant, vous avez besoin de vous chauffer, on va parler de la question de votre mode de vie, de la question du confort, hein, parce que le confort d'une personne à une autre, ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas appréhendé de la même façon. Et à ce moment-là, on ouvre une discussion. Et lui se rend compte qu'effectivement, oui, effectivement, je n'ai pas besoin d'une chaudière forcément, mais j'ai besoin de me chauffer. Okay. Et pareil pour la voiture, hein, on n'a pas besoin d'une voiture, on a besoin de se déplacer. Mais ça, c'est ce petit basculement, en fait, quand on réfléchit à son activité, il est très, très important. Voilà. Donc, pour moi, ça a été effectivement une première interrogation, une première prise de conscience. Et après, effectivement, on se pose la question aussi de la performance. Donc, dire quelle performance on apporte. Est-ce qu'effectivement, donc la performance pour nous, ça va être sur du confort, ça va être sur de la consommation énergétique. Et là-dessus, on se dit, mais ça serait quand même génial de pouvoir garantir une performance. Hein, mais comment on fait pour garantir une performance? On sait que nous, dans nos métiers, par exemple, il y a des contrats de garantie de performance qui se développent depuis quelques années, mais pas pour le particulier, par contre. Pour le tertiaire, dans le tertiaire, nous, on en fait, effectivement, mais il y a encore des freins, il y a beaucoup de freins, parce que la performance énergétique, elle est issue évidemment de la qualité de l'installation qui va être mise en place, mais aussi de la manière de l'utiliser, et puis du comportement des usagers. Et le problème du comportement des usagers, c'est que c'est très imprévisible, sauf à les mettre dans des dispositions où ils ne peuvent rien faire. C'est-à-dire que je ne peux pas bouger la température, je ne peux pas ouvrir les fenêtres, donc on prive de liberté. Voilà. Mais c'est quand même pas ce qu'on souhaite non plus, parce que dans le besoin et dans l'usage, si on veut respecter aussi justement le fait que chaque personne a une appréhension du confort qui est différente, etc., on ne peut pas rentrer dans cette privation de liberté. Donc voilà, donc ça crée effectivement un certain nombre de sujets. Et puis aussi, autre réflexion par rapport à l'offre, c'était de se poser la question des externalités négatives. Alors, je crois que c'est souvent un gros mot quand on parle des concepts d'économie de la fonctionnalité, mais les externalités négatives, c'est finalement ce qu'on génère comme effet
qu'on ne souhaite pas générer, mais qui peut poser un problème aux parties prenantes autour de nous. Et donc, et là notamment, par exemple, quand je réfléchissais aux particuliers qui faisaient des travaux chez eux, par exemple de rénovation énergétique ou des travaux d'extension, à partir du moment où il y a deux entreprises qui cohabitent, on va dire, dans la période de travaux, c'est sûr que les clients vont sortir de cette période de travaux ou en dépression ou au bord du divorce. Donc voilà, ça c'est. Mais faites l'expérience autour de vous. Alors, je ne parle pas de petits travaux qui durent une journée, hein, mais des travaux quand même, voilà, qui vont durer plusieurs semaines, etc. Et c'est souvent très très compliqué pour les clients parce que il y a souvent très très peu de coordination et très peu de volonté de coordination. Et le client se retrouve souvent comme un arbitre au milieu des entreprises, mais un arbitre qui ne connaît pas les règles du jeu parce que voilà, c'est compliqué. Donc c'est assez difficile. Et donc ça, typiquement, c'est des externalités négatives. C'est-à-dire que les entreprises qui viennent, elles veulent faire leur travail et bien faire leur travail, mais elles génèrent finalement ces externalités négatives. Et pour moi, c'était aussi un axe de réflexion en disant, mais comment on peut réduire ces externalités négatives ou internaliser, c'est-à-dire prendre en charge ces externalités négatives pour pas que ce soit le client qui le supporte. Donc, par exemple, c'est pour ça effectivement que ces réflexions-là nous amènent à créer des offres un peu différenciantes pour prendre ça en charge. Et plus de coopération entre les acteurs, j'imagine. Parce que du coup, sur cette offre intégrée, tu as fait appel à d'autres corps de métier, d'autres entreprises qui étaient plus ou moins dans le même parcours que toi, j'imagine. Alors, justement, donc, on parle de coopération. Alors, c'est important parce qu'aujourd'hui, on parle d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et ça, encore une fois, ça a été ajouté, ce terme coopération, dans les premiers accompagnements. Parce que de la même façon que je disais qu'il fallait effectivement intégrer les collaborateurs dans les réflexions, on s'est aperçu que seul, c'était quand même compliqué de porter des offres seules. On voit bien que quasiment dans tous les métiers, toutes les activités, tous les dirigeants qui ont suivi les cursus, il y a des coopérations qui se créent. Donc, cette coopération, déjà, elle peut être en interne, évidemment, hein, mais effectivement, avec un écosystème autour. Et après, effectivement, l'objectif, c'est de trouver des entreprises EFC compatibles, donc, voilà, ou qui ont fait les cursus. Donc, moi, effectivement, dans les accompagnements qui ont eu lieu dans les années suivantes, il y a par exemple un menuisier qui a fait le cursus. Donc, avec qui je me suis rapproché pour parler de rénovation énergétique globale chez les particuliers. Donc ça, voilà. Après, par contre, on n'avait pas, par exemple, d'entreprise d'isolation. Donc, on a dû, ensemble avec le menuisier, on a cherché en fait des entreprises EFC compatibles. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas fait le parcours, mais elles avaient des valeurs proches, elles avaient des convictions, elles avaient envie effectivement de travailler en coopération, etc. Donc voilà, donc on a avancé là-dessus. Alors, pas simple, hein, parce que la coopération, ça demande du temps, ça demande de l'alignement sur les objectifs, d'avoir un minimum de valeurs communes, et puis de travailler ensemble là où chacun est déjà très absorbé par son entreprise et son activité, de dégager du temps, de dégager des ressources. Enfin, tout ça est quand même un parcours du combattant, il faut quand même l'avouer, c'est pas le plus simple. Par contre, c'est très enrichissant parce que forcément, les réflexions qu'on a et les projets qu'on monte, voilà, moi je sais que j'ai monté des projets, j'en parlerai après, que j'aurais pas pu monter seul de toute façon. Donc ça nous permet effectivement d'accéder à des projets vraiment aussi différents. Okay. Donc voilà un petit peu les réflexions. Merci. Aujourd'hui, on avait mis le lien sur l'invitation sur ton site internet avec notamment 2 solutions intégrées, une pour les particuliers et puis une pour le tertiaire ou l'institutionnel.
Oui. Tu peux nous en dire 2 mots sur ces 2 solutions intégrées? Alors, la première, j'ai commencé à l'évoquer, c'est effectivement celle sur la rénovation énergétique du particulier. Alors, donc ça, on a avec le menuisier et on a trouvé effectivement une entreprise qui faisait de l'isolation par l'intérieur et par l'extérieur. Et la volonté, donc ça s'appelle Solutiologie. La volonté, effectivement, c'est de porter une offre de rénovation énergétique globale en prenant en charge les externalités négatives que les entreprises génèrent quand elles ne coopèrent pas, donc pour que la période de travaux se passe le mieux possible pour le client et que ce ne soit pas lui qui doive gérer des problèmes alors qu'il n'en a pas les compétences. Voilà. Donc ça, c'est Solutiologie. Alors, nous, notre volonté avec Solutiologie, c'est d'aller vers la garantie de performance énergétique pour le particulier. Alors, je disais tout à l'heure, ça n'existe pas aujourd'hui. Parce que la difficulté, c'est toujours le comportement de l'usager. On peut mettre une installation très performante, faire une rénovation avec une très bonne isolation. Si l'usage dans le foyer, c'est d'ouvrir les fenêtres 3 heures par jour en plein hiver, c'est compliqué de garantir une performance énergétique. Donc ça, c'est vrai que c'est un frein. Alors, il y a des expérimentations auxquelles on participe dans les Hauts-de-France, avec le CD2E, qui est un organisme d'éco-entreprise, et qui cherche justement à développer ça. Donc, nous, on travaillait de notre côté, Euduler, donc on s'est un petit peu regroupé et nous, on a participé à leurs travaux. Aujourd'hui, c'est encore en gestation, on va dire, parce que c'est quand même un sujet qui est un peu complexe. Mais bon, je pense qu'à un moment, on y arrivera, et je trouve que de garantir la performance, parce qu'il y a la question de la confiance derrière qui est aussi importante, qu'on n'a pas encore évoquée, mais je vois bien, moi, dans mes métiers, si on remonte à 15 ans en arrière, 15-20 ans, et je pense que dans les autres activités, c'était un peu pareil, le chauffagiste, on avait des clients qui avaient des problèmes de chauffage, on arrivait, on regardait, on conseillait, on disait voilà ce qu'il faut faire. On était les sachants. C'est-à-dire qu'on était écoutés, on nous disait oui, pas de problème, allez-y, c'est vous qui savez, c'est vous le professionnel, donc faites ce qu'il faut faire. OK. L'arrivée d'Internet a eu plein d'avantages et plein de bénéfices, mais a eu peut-être cette difficulté pour nous, c'est que finalement, on arrive chez des gens aujourd'hui qui nous disent « mais j'ai déjà tout vu sur Internet, moi, je me suis fait mon idée. » Et même si cette idée, elle est fausse ou elle n'est pas forcément bien étayée ou qu'elle n'est pas adaptée à son sujet, il va falloir se battre pour finalement lui dire déjà que voilà, on peut entendre qu'il y ait ces usages-là, c'est respectable, mais par contre, effectivement, sur des choses très techniques, il y a un moment. Et donc, finalement, on est passé, moi j'ai remarqué ça en 20 ans, de la confiance des clients à la défiance des clients, par la méfiance. C'est-à-dire qu'ils se disent, il vient, mais il a envie de me vendre des choses, Et c'est vrai que ça, c'est très compliqué, et je pense que dans toutes les activités, c'est pareil. Et donc, comment on régénère cette confiance? Pour moi, on peut régénérer cette confiance justement par un engagement de performance. Parce que si on arrive en disant, voilà, nous, on vous garantit la performance, si ça ne fonctionne pas, c'est nous qui payons, c'est nous qui prenons en charge. Il y a un moment, ils vont se dire, forcément qu'ils vont bien travailler. Ils ont tout intérêt à bien travailler et à bien faire les choses. Sinon, c'est pour eux. Donc, je pense qu'effectivement, cette garantie de performance, elle permet effectivement aussi de garantir la confiance. Donc voilà, donc ça, c'est Solutiologie. Ensuite, on a ONergie. Alors, ONergie… Excusez-moi, Didier. Il y a quelques questions ou remarques sur le côté, sur notamment ce que vient d'évoquer Didier, avant qu'on parle de la deuxième solution. Eric, vous voulez poser votre question en live? Il y avait Benoît aussi, ok. Eric, vous pouvez activer votre micro. Il n'y a pas le micro. En bas à gauche, normalement. On vous entend. Voilà. Oui, je rebondissais sur la remarque que vous avez faite à propos de
ce manque de coordination dans les travaux. Et je demandais si les courtiers en travaux dont c'est le métier pouvaient constituer un élément de propagation de l'EFC. Alors, je pense que tout à chacun et dans tout métier, on peut propager l'EFC déjà, donc là, il n'y a pas de souci. Et également, évidemment, les courtiers en travaux. Après, effectivement, les courtiers en travaux, alors, après, c'est un peu comme tout maître d'œuvre, on va dire, que ce soit les architectes, etc. Il y en a qui savent et qui savent l'importance de la coopération et qui savent effectivement garantir un petit peu cette coopération. Et il y en a qui, voilà, il y a des courtiers en travaux qui ne font pas forcément cette mission-là d'ailleurs, hein, parce que ça peut être une mission simplement de trouver les entreprises, mais après, il peut y avoir une mission de suivi de travaux. Donc, si le suivi de travaux n'est pas pris, bon, forcément, ils ne peuvent pas agir. Par contre, effectivement, je vois, moi, au niveau aussi architecte, pour avoir vu aussi beaucoup de particuliers qui font appel à des architectes, même la coopération reste quand même compliquée, quoi, parce que je pense que c'est pas. Je pense que les architectes, alors j'en connais des architectes qui ont fait des parcours d'accompagnement de l'EFC. Et là, on voit la différence. Parce qu'effectivement, ils prennent cette question de la coordination vraiment à bras-le-corps et de coopération. Or, ce n'est pas le cas de tous. Donc, je dirais, oui, les courtiers en travaux peuvent être un élément de propagation de l'EFC à condition qu'ils intègrent bien cette compétence de garant de la coopération. Et c'est pas simple. Mais en même temps, pour moi, c'est essentiel. Alors voilà. Après, j'ai pas non plus voilà, sur les courtiers en travaux. J'ai pas un recul forcément énorme sur ce qu'ils font au quotidien parce que voilà, je les croise pas forcément. Mais bien sûr que celui qui a compris que la coopération était essentielle et c'était pas juste de faire baisser les prix des devis pour rentrer dans un budget et prendre sa com, là oui, il a tout compris et il peut montrer justement la différence. Et à mon avis, c'est un caractère très différenciant parce que le bouche à oreille va vite se faire en disant avec lui, tu vas pas avoir de souci, il gère tout. Mais Ouais, je ne sais pas si c'est le cas de tous. Voilà. Là, vous mettez le doigt sur effectivement le rôle d'acteur pivot en fait dans ces différents acteurs et cet acteur pivot qui est garant de la coopération. Et effectivement, on peut se dire que ça pourrait être, vu de l'extérieur, le rôle des courtiers. Hein, Eric a raison, mais ils ne sont pas non plus dans une philosophie EFC pour certains, qui fait que voilà, ils sont plutôt dans coordonner les corps de métier, mais pas les faire coopérer. C'est un peu la différence entre les deux. Exactement, ouais, c'est ça. Que vous dites. Leur propre engagement. Ils font un planning et après les autres doivent le respecter. Point. Maintenant, si ça ne respecte pas, bon, ça sera ma dernière intervention. Mais est-ce que le problème n'est pas que dans l'économie de fonctionnalité, on a un revenu régulier qui est beaucoup plus important que si on vendait, mais néanmoins, il est étalé dans le temps et il y a une réticence dans beaucoup d'esprits à se dire il va falloir que j'attende pour toucher l'argent et je préfère toucher l'argent maintenant. Et ça, c'est peut-être un frein pour les courtiers en travaux. Et voilà, je pose la question et je rends la parole. Alors, c'est une question générale sur l'économie de fonctionnalité. Ouais. Alors, ça dépend de quoi on parle. Il faut leur démontrer qu'on gagne plus d'argent et qu'il faut qu'ils soient patients. Et oui. Face à des gens, tant qu'on est face à des gens comme vous qui êtes des chefs d'entreprise, c'est-à-dire qui sont propriétaires de leur entreprise, si on leur explique qu'ils vont gagner beaucoup plus demain, ils suivent. Mais pour un directeur général qui peut se faire chasser demain de son poste, il a quand même une vision à court terme. C'est clair, c'est sûr. Oui, ça évidemment, si on est dans le court terme, on n'est pas en train de construire ces solutions-là. Ouais. J'ai dirigé la filiale française d'une boîte américaine. Je vais vous dire qu'à la fin du trimestre, il fallait sortir des chiffres et que le reste, l'année suivante, tout le monde s'en moquait. Hein. Ouais. Donc ça, c'est un vrai sujet. Alors justement, ça m'amène à dire aussi que aujourd'hui, là, dans les Hauts-de-France, je ne sais plus, on est à peu près une centaine d'entreprises accompagnées là, depuis une dizaine d'années, en très, très, très grande majorité des PME, là où le dirigeant peut influer sa stratégie, etc. On a assez peu de… Alors, on a des
des groupes comme, par exemple, des Décathlon qui est adhérent au Club Noé ici dans la région. Qui, voilà, c'est pas tout à fait, ils rentrent pas dans les programmes d'accompagnement, mais il y a certains services qui font des actions. Enfin, ça bouge, mais voilà, je veux dire, c'est pas le PDG de Décathlon qui vient à nos réunions du Club Noé, clair. Mais quelque part, c'est vrai. Alors après, il y a des groupes qui s'en saisissent et il y a des volontés stratégiques, parce que c'est ça, c'est ça qu'il faut, c'est la volonté stratégique. Et si on prend un groupe comme l'IRECO, par exemple, qui est à Valenciennes dans le Nord, qui s'est très vite investi sur ces questions-là, eux, ils ont une vraie politique qui va dans le sens du développement durable et ils ont expérimenté l'économie de la fonctionnalité. Enfin voilà, donc c'est toujours une volonté stratégique, mais il faut qu'elle vienne d'en haut. Qu'on soit une petite boîte, c'est toujours le patron à un moment qui doit influer ça. Et d'ailleurs, on le voit bien aussi, par exemple, on a eu des parcours sur l'évolution du métier de commerciaux dans les Hauts-de-France, là, un parcours avec que des commerciaux. Et on s'est dit à un moment, effectivement, si, par exemple, la rémunération des commerciaux reste toujours liée à un volume de vente, là où on veut découpler la création de valeur du volume, ben, ça ne fonctionne pas. Parce que forcément, donc ça veut dire qu'il faut revoir le système de rémunération, etc. Donc, ça implique vraiment une vraie volonté stratégique de la direction, que ce soit d'ailleurs une petite entreprise ou une grosse entreprise, évidemment. Merci. Il y a Pascaline qui lève la main. Et Benoît, je crois qu'il y a aussi une question. Honneur aux dames. Vas-y, Pascaline. Oui, en fait, venant du monde de l'innovation, moi j'avais appris que les PME, c'est ce qu'on appelait. Pardon. J'avais appris que les PME, c'est ce qu'on appelait les fusils à un coup en termes d'innovation, parce que justement, ils n'auraient pas la capacité financière ou la santé générale d'envoyer 2-3 projets d'innovation, et que c'était toujours un danger pour une PME de lancer une vraie grosse différenciation. Est-ce que, j'aurais aimé savoir comment vous aviez abordé cette dangerosité finalement du changement, Ouais. notamment vous et puis avec les collaborateurs. Alors, je suis complètement d'accord avec ça parce que l'innovation, c'est un risque, ça coûte cher. Effectivement, nos PME n'ont souvent pas les moyens de lancer plusieurs innovations en même temps. Alors, moi, alors ça, c'est là, je vais faire une introspection, hein, parce que c'est vrai que c'est une vraie question par rapport à des choix que moi j'ai pu faire. Après, comme j'ai dit, quand je suis rentré dans l'entreprise et que je me suis aperçu qu'on pouvait faire du développement durable dans une entreprise de génie climatique, j'ai parlé de laboratoire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, l'entreprise est un laboratoire et je suis toujours dans cet état d'esprit-là, quelque part. Alors, avec ses difficultés, parce qu'effectivement, comme l'innovation, ça coûte, comme le laboratoire, on fait des recherches et parfois, on ne trouve pas, ou parfois, on se trompe, on fait machine arrière. C'est beaucoup plus compliqué qu'une entreprise qui a un modèle simple qui fonctionne et qui ne cherche pas à comprendre et qui avance comme ça. Donc oui, c'est forcément beaucoup plus compliqué. Mais en même temps, c'est un choix, c'est un choix de vie, c'est une volonté, ça respecte des valeurs. Et voilà, donc après, il faut toujours trouver l'équilibre, hein, évidemment. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'entreprises dans mes métiers qui n'innovent pas et qui ont des performances économiques, on va dire, bien meilleures que les miennes. Mais après, voilà, savoir ce qu'on souhaite et ce qu'on cherche. Voilà, donc c'est vraiment, encore une fois, une volonté de la direction. Et après, il y a aussi des questions par rapport au financement qui se posent. Par exemple, quand on dit qu'on veut mettre à disposition des installations, pour nous, par exemple, on veut mettre à disposition des installations et ne pas, et donc prendre en charge l'investissement, et pour effectivement avoir une rémunération sur plusieurs années. Ça, c'est compliqué aussi parce que du coup, on n'a pas forcément la surface financière pour pouvoir
augmenter ses actifs de manière démesurée. Hein, et là, ça pose un problème. Alors, j'expliquerai après, justement, peut-être dans le deuxième groupement, que ça a été une vraie question, la question du financement de nos installations, parce que c'est des installations qui n'appartiennent pas aux clients, qui nous appartiennent à nous. Et là, quand on est effectivement une PME sans forcément des garanties extraordinaires, et ben ça peut poser problème. Et là, actuellement, on est aussi en train de répondre à une opération dont je pourrais évoquer tout à l'heure, où d'habitude, ce sont des nationaux qui répondent. Et quand on a été à l'audition, donc on est un groupement de PME, là, on répond en groupement de PME, et à l'audition, ils nous ont dit, ah oui, d'habitude, on demande la garantie de la maison mère. Ouais, ben, nous, notre maison mère, ben, on est tous des maisons mères finalement, mais voilà, on n'est pas la maison mère de Dalkia ou d'Engie, quoi. Donc oui, du coup, ben, ils étaient face à nous en disant oui, d'habitude on demande ça, et bah oui. Qu'est-ce que vous... Donc eux séchaient aussi un peu parce que finalement, mince, on a des PME face à nous, tiens, c'est bizarre. Bon voilà, donc oui, ça forcément, ça tâtonne, ça questionne, il faut trouver des solutions alternatives. Et en fait, on s'aperçoit que comme on sort un petit peu des sentiers battus, dès que financement est un nouveau sujet, tiens, il va falloir trouver d'autres solutions. Le juridique, ben tiens, le juridique est aussi un autre sujet, il va falloir qu'on se creuse on se plonge dans le juridique. Tiens, au niveau technique, il y a des choses nouvelles. Enfin, et en fait, à chaque fois qu'on soulève un aspect du projet, ben voilà, il y a plein de complexités. Donc, il faut vraiment avoir l'envie et l'énergie. Merci. Benoît? Merci. Ma question est portée sur vous et vos équipes. Alors, vous avez en partie répondu quand vous avez évoqué la notion de partenariat et autres avec Menuisier. En fait, vous êtes arrivé face à des clients et vous avez dû quand même monter en compétence sur des sujets un peu complexes, isolation, thermique, ventilation, etc. Puisqu'on ne vend plus qu'une chaudière, mais on vend du confort, la notion de se chauffer. Comment vous avez fait pour monter en compétence? Et est-ce que surtout il y a eu des freins, réticences dans les équipes? Alors même si d'un point de vue extérieur, ça semble chouette de se dire tout le monde va monter en compétence et apprendre des choses, on peut imaginer aussi qu'il y ait des membres de vos équipes qui ont dû se dire mais non, enfin, moi je continue à faire ce que je sais faire, c'est-à-dire installer des chaudières, faire de la maintenance de chaudières et pas commencer à me former sur tout plein de bidules, etc. Donc voilà, c'est juste votre retour par rapport à ça. Alors c'est vrai ça, parce que, et moi je parlerai peut-être de mon cas, mais aussi de tous les chefs d'entreprise que je connais qui ont traversé un peu cet accompagnement et qui ont essayé de faire, enfin, qui sont sur une trajectoire de changement. Ça crée des perturbations dans les équipes, systématiquement. Et ça crée aussi du mouvement dans les équipes. C'est-à-dire qu'il y a des départs. C'est-à-dire quand il y a des changements forts, de toute façon, que ce soit l'économie de la fonctionnalité ou n'importe quoi, je veux dire, à un moment, ça convient à certaines personnes qui se disent au contraire, ils disent « Ah, c'est super, parce que voilà, moi, ça me motive, j'ai envie d'y aller. » Puis il y en a d'autres qui disent « Mais c'est quoi ce truc? Moi, j'ai pas envie de faire l'effort, j'y comprends rien, c'est pas mon truc. » Et donc, je pars. Donc, je veux dire, moi, je crois que tous les dirigeants qui sont lancés dans une trajectoire comme ça, nouvelle et vraiment changeantes, ont eu des départs. Voilà. Alors, plus ou moins, hein, je veux dire, je parlais de mon informaticien tout à l'heure, lui, c'est la moitié de ses équipes qui sont parties suite à ça. C'est bon, mais eux, ils ont eu quand même le gros choc. Mais voilà, donc effectivement, mais il faut l'assumer, ça, parce que, et inversement, on attire aussi d'autres compétences, d'autres talents qui justement sont motivés par ce positionnement, la manière dont on fait les choses. Donc voilà. Mais c'est sûr que ça, c'est pas un chemin tranquille, parce qu'on sait que si on veut se sécuriser, se dire je veux être serein, on bouge rien, ça fonctionne à peu près, on reste comme ça. Mais effectivement, quand on commence à faire ça, ça bouge beaucoup de choses. Donc oui, et après, effectivement, il y en a qui sont contents d'acquérir de nouvelles compétences, ils disent c'est super, etc. Et puis il y en a qui sont réfractaires.
je dirais que là-dessus, oui, il faut… Enfin, pas un tri, mais en tout cas, ça fait… Ouais, ok. Ok, merci beaucoup. Est-ce que Didier, vous avez aussi, comment dire, développé ou recruté de nouvelles compétences que vous n'aviez pas? Parce que là, vous parliez d'évoluer, de faire évoluer les compétences parce que vous faisiez évoluer finalement votre activité et votre métier. Mais est-ce que ça vous a amené aussi à recruter des compétences que vous imaginiez même pas? Alors, je dirais non, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que c'est plutôt des développements de compétences des collaborateurs, en fait. On a fait ça. Par contre, là où finalement on manquait de compétences, on s'est plutôt associé avec d'autres entreprises qui avaient ces compétences-là. Parce que la difficulté, on revient toujours au potentiel et aux ressources d'une PME. Voilà, c'est compliqué, on ne peut pas dire tiens, on va recréer ce poste-là, etc. Donc voilà, avec ressources limitées, on va vers plus la coopération et la recherche de compétences complémentaires à l'extérieur. Et peut-être que je peux, alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions où je peux peut-être aborder énergie. Ouais, aux énergies, parce que là, c'est quelque chose qui est assez avancé, qui fonctionne plutôt bien et sur lequel aussi on a eu besoin de compétences complémentaires. Oénergie, c'est une société qu'on a créée avec 4 autres entreprises. Et cette société, en fait, son but, c'est de concevoir et réaliser des chaufferies biomasse pour des ensembles immobiliers, alors que ce soit des logements. Aujourd'hui, nos opérations, c'est principalement pour du logement, donc des chaufferies collectives pour du logement, ou ça peut être voilà, d'autres bâtiments, une école, bâtiment de bureau, etc. Donc, on conçoit, on réalise, on fait l'exploitation de ces chaufferies pendant une durée, alors qui est variable, c'est toujours minimum 15 ans et maximum 30 ans, entre 15 et 30 ans, assorti donc d'une garantie de performance énergétique. Donc là, il y a un vrai engagement sur la performance. Et puis, on finance, c'est-à-dire que les chaufferies nous appartiennent. Et tout ça, tout ce montage-là nous permet finalement de changer l'unité de facturation, parce que finalement, ce qu'on facture, c'est de la chaleur et de l'eau chaude sanitaire. Et donc, c'est un abonnement comme on s'abonne au téléphone, à Internet, etc. Donc, on paye la chaleur et l'eau chaude sanitaire par abonnement. Et donc, du coup, on s'adapte à l'usage des consommateurs. Et derrière ça, donc, on a un suivi énergétique qui nous permet de constater s'il y a des dérives. Et donc, s'il y a des dérives, on peut intervenir, on peut faire du coaching énergétique, essayer de comprendre pourquoi il y a une dérive. Et s'il y a une dérive, peut-être qu'elle peut s'expliquer, parce que peut-être que des personnes qui étaient à 2 dans leur logement se retrouvent à 4, par exemple, et il y a besoin de plus d'eau chaude, etc., on peut le comprendre. Et auquel cas, on adapte l'abonnement. Mais si, parfois, c'est des comportements qui peuvent être améliorés, et on essaye d'améliorer ça. Donc voilà, donc aux énergies, comme je disais tout à l'heure, on a eu cette grosse difficulté au départ de se dire, mais si on veut lancer ça, il faut qu'on puisse financer. Donc si on finance, comment on fait pour financer? Nous, on était donc que des PME. On va dire que s'il faut investir 1 million d'euros dans une chaufferie et qu'on veut en faire plusieurs, hein, parce que l'idée, ce n'est pas d'en faire qu'une seule, et ben, il y a un moment, c'est un peu compliqué parce qu'on ne va pas réussir, nous, à autofinancer ça. Et donc, il a fallu effectivement trouver les financements. Et là, ça a été quand même un parcours du combattant pour trouver le premier financement, le deuxième financement. Là, le troisième, quatrième financement, ça va mieux parce que finalement, le modèle est compris. Parce que quand on va voir des banquiers pour leur demander de financer une chaufferie, ils disent, mais c'est quoi votre chaufferie? C'est dans un ensemble de bâtiments, ça ne vous appartient pas? Ben, si, ça nous appartient. Enfin, donc, tout était compliqué au départ. Et après, là où on a recherché les compétences aussi, c'est en juridique. Parce qu'en juridique, forcément, on rentre dans des bails amphithéotiques, on rentre dans des contrats de garantie de performance, etc. Et donc là,
Ben voilà, encore une fois, on est des PME, on n'a pas de juristes dans nos entreprises, nous, hein, donc, ou d'avocats, voilà. Donc, il faut qu'à un moment, on trouve les compétences pour pouvoir travailler sur tout ça. Donc, on lève petit à petit les barrières. Après, c'est un chemin où on apprend, hein, finalement, parce que voilà, la première opération a été très compliquée, la deuxième opération un peu moins compliquée, la troisième opération encore un peu moins compliquée. Et puis là, on a beaucoup de demandes. Donc après, il faut aussi qu'on puisse absorber la demande. Donc ça, c'est autre chose. Et voilà. Donc on est un petit peu dans cette trajectoire-là avec ONergy. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on est vraiment sur un modèle EFC parce qu'on est dans la vente de l'usage, on est dans la garantie de performance et au final, et dans la coopération parce que dans notre groupement, il y a plusieurs entreprises, dont un bureau d'études qui est plutôt sur la conception, des entreprises qui sont sur la réalisation, d'autres qui sont sur l'exploitation. Donc, il faut vraiment qu'on travaille de manière intelligente ensemble pour garantir cette performance. Donc, on a tout intérêt, nous, à être, on va dire, à ce que la coopération fonctionne très bien parce qu'on est solidaire de la performance à la fin. Donc, il y a plein de questions sur ce sujet-là, justement, Didier, si vous voulez bien. Nathalie, tu veux poser ta question? Une question très, très conjoncturelle. Vous parliez des pénuries d'essence, mais il y a aussi d'autres problématiques en ce moment avec la crise énergétique et l'augmentation du prix du gaz et de l'électricité. Je voulais savoir comment votre business model vous permettait d'absorber cette crise-là. Alors, si je reviens sur ce que je disais juste avant sur ONergy, donc là déjà, nous sommes sur, on fait uniquement de la chaufferie biomasse, donc avec du pellet. Sauf que le pellet, vous allez me dire, le pellet a doublé, le prix du pellet a doublé, comme le reste. Et je dis oui, effectivement. Et là, en fait, ce qu'il faut, c'est toujours avoir un coup d'avance quelque part. Et donc, nous, là, je vous ai présenté le modèle. Et aujourd'hui, le prix du pellet, en fait, c'est forcément purement spéculatif, hein. Il n'y a pas d'éléments tangibles qui tendent à dire qu'il y a des coûts de production qui ont augmenté. C'est faux. Mais effectivement, la loi de l'offre et de la demande fait que les prix montent. Par contre, nous, justement, pour ça, on s'est dit, finalement, ce qu'il faudrait, c'est qu'on décentralise la production d'énergie. D'ailleurs, ça vaut pour tout, hein. Je pense j'étais avec GRDF avant-hier et on parlait justement du biométhane et de la méthanisation. Et par exemple, là, il y a des gisements excessivement importants en termes de production de biométhane sur beaucoup de territoires. Et avec un avantage de décentraliser la production d'énergie et de créer et de produire l'énergie en local. Et donc, pour moi, c'est aussi un de mes combats sur mon territoire. Je travaille avec les élus pour justement parler d'indépendance énergétique. Alors, quand je leur dis ça, ils disent on subit. Ben oui, mais justement, peut-être arrêter de subir, il y a des choses à faire. Évidemment, les énergies renouvelables, que ce soit l'éolien est un peu critiqué, notamment sur notre territoire. On a notre président de région, Xavier Bertrand, qui sort la carabine quand on parle d'éolien. Mais bon, effectivement, le photovoltaïque, mais la méthanisation aussi. Et donc, nous, par rapport à ONergy, on s'est dit, notre modèle, effectivement, peut avoir du plomb dans l'aile si le pellet est durablement cher. Donc, il y a une réflexion pour lancer des boucles locales d'énergie. Et aujourd'hui, en fait, dans le groupement, alors là, ce n'est pas ONergy, mais c'est un des associés d'ONergy qui lance une unité de granulation, c'est-à-dire qu'on va produire notre propre pellet avec de la récupération de déchets de palettes en local. Donc, on est vraiment dans l'économie circulaire, on récupère du bois de palette, enfin, du déchet de bois de palette, qui aujourd'hui, d'ailleurs, on ne sait pas quoi en faire. Il y a des centaines de tonnes qui partent en déchetterie. Donc, vraiment, là, on réutilise ça. On produit nos pellets, et sachant que la production de nos pellets, elle ne va pas être au prix d'aujourd'hui, parce que le prix de revient, il n'est pas à ce prix-là. Comme je disais, c'est purement spéculatif.
Et nous, ce qu'on veut, c'est finalement que notre modèle aux énergies tienne. Et donc, la vente de pellets n'est pas une finalité en soi. C'est un moyen pour garantir le fonctionnement de nos installations et de la production de chaleur et d'eau chaude sanitaire à un prix acceptable. Donc, quelque part, là, il y a une première unité qui va commencer à produire en janvier. Et notre idée, c'est des petites unités, parce qu'on ne veut pas faire une grosse usine, on veut faire des petites unités, et on veut en mettre un peu au plus près de nos chaufferies. Hein, et donc, là, il y en a une donc, qui est dans le Pas-de-Calais, qui va commencer en janvier. Certainement qu'il y en aura une deuxième dans la région de Lille, ça sera la suivante. Moi, sur mon territoire, je suis au sud de Lille. Je suis en train déjà de voir comment on peut faire pour en mettre une en place. Voilà. Donc, avec du sens aussi par rapport à la récupération de déchets, à l'économie circulaire. Donc voilà, donc on essaye effectivement de trouver un peu ces solutions-là, mais pour moi, plus largement, je pense que si on arrive de plus en plus à produire de l'électricité localement, on sera peut-être moins, voilà, on subira moins peut-être ce qu'on subit aujourd'hui. C'est d'enrichir encore un peu plus l'offre intégrée, finalement. Moi, j'ai deux questions, Didier, toujours sur ce sujet-là. Dans cette offre aux énergies, vous vendez de la performance d'usage ou du confort, etc. À qui vous le vendez? Pas à l'habitant, c'est au bailleur social, c'est ça? Alors en fait, oui, parce qu'on le vend au syndic de copropriété. Parce qu'il y a un syndic par bâtiment et on le vend au syndic et le syndic se charge après de refacturer. Alors effectivement, nous, on peut, par contre, on connaît les consommations de tous les logements et c'est là où on peut intervenir en disant au syndic, écoutez, voilà, il y a tel logement où il y a des excès. Alors après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on demande toujours l'autorisation d'intervenir parce qu'on ne peut pas non plus intervenir directement. On dit au syndic, voilà, est-ce qu'on peut intervenir pour essayer de trouver la solution, pour voir s'il y a un problème, voilà. Et donc, derrière, on a effectivement ce lien avec le syndic. Donc, il y a bien une question quand même, au-delà du syndic, d'éduquer l'habitant sur ce sujet-là et où vous pouvez aussi intervenir. C'est aussi la valeur que vous pouvez proposer, évidemment, en passant par leur accord, mais il y a bien cette notion de dire comprendre les usages, mais aussi faire évoluer les usages en étant là pour éduquer sur ce que vous évoquiez tout à l'heure. Coaching énergétique. Voilà, c'est ça. C'est un nouveau métier, ça. Et j'avais une deuxième question avant de laisser ma collègue poser la sienne. Le partage de la valeur. Aujourd'hui, dans votre offre de coopération, vous dites qu'il y a des bureaux d'études, etc. Vous êtes nombreux. Cette rémunération, comment vous l'avez articulée? Est-ce que c'est encore des choses que vous êtes en train de tâtonner, etc. Et comment vous évaluez finalement cette coopération à la fois en termes de résultats, je dirais tangibles, mais aussi en termes de façon de travailler entre vous? Vous avez cet exercice-là ou pas du tout? Ou pas encore? Alors, si, parce qu'on fait aussi justement nos retours d'expérience au fur et à mesure, parce qu'on améliore toujours, ou on est toujours aussi, on rencontre encore de nouvelles difficultés, etc. Donc on est vraiment sur un chemin itératif. Hein, donc voilà, on construit au fur et à mesure. Et quelque part, on a cette écoute qui s'est installée. Cette bienveillance, c'est-à-dire qu'à un moment, voilà, il peut y avoir des tensions, je veux dire, par rapport effectivement à l'activité de l'un ou de l'autre qui peut perturber. Donc, mais bon, on discute, on sait démêler un peu les choses et on a, mais on rencontre encore finalement on met beaucoup d'énergie, c'est-à-dire que là, on est encore dans la phase de dire. Aux énergies, la première opération livrée, c'était 2019, je crois 2018 ou 2019. C'est des opérations qui prennent souvent 18 mois. Donc voilà, dans la phase travaux, on a bien avancé sur la coordination, sur ça. Sur la phase analyse, consommation, etc., on est encore dans les premiers temps, quelque part. Après, le partage de la valeur, aujourd'hui, c'est plutôt
parce qu'on a chacun nos activités et donc on évalue au départ chacun nos activités. Pour autant, là où on essaye de trouver les solutions, l'idée c'est que tout le monde puisse s'en sortir aussi économiquement. Hein, donc, mais par contre, c'est-à-dire que quand il y a des efforts à faire sur voilà, un aléa, etc., eh ben, on est tous on est solidaires sur ça. C'est-à-dire qu'on on se partage aussi le risque et on n'est pas. Voilà, ça c'est important et c'est difficile hein, parce que voilà, parfois on peut se dire oui, mais enfin, donc ça n'a peut-être pas été évalué au départ au niveau de la conception, donc c'est plutôt le bureau d'études qui devrait. Ok, très bien, mais voilà, on essaye de trouver aussi cette solidarité-là dans les surcoûts qu'on peut envisager. Surtout qu'au départ, voilà, quand on lance les premières opérations, ben, il y a forcément des choses un peu cachées qu'on n'a pas vues, etc. Donc, il y a des surcoûts. Donc, vous dire, les premières opérations ne sont pas forcément des opérations très rémunératrices économiquement. Voilà, et puis on y passe beaucoup de temps, quoi. Parce qu'on ne mesure pas toujours aussi le temps caché, quoi. Donc, oui, c'est toute la nuance entre ce qu'on évoquait, hein, ou qu'on évoque entre la collaboration et la coopération, quoi, hein. Ça demande vraiment de monter une marche quand on coopère, parce que ces éléments-là de partage de la valeur, de trouver des solutions ensemble, d'être conscient que ben voilà, on va peut-être pas arriver à ce qu'on imagine au départ, dans une philosophie coopération, ça fait partie intégrante de ce que vous cherchez à faire, quoi. oui, c'est ça. Et puis nos équipes collaborent, coopèrent, mais bon, c'est pas toujours simple parce qu'effectivement, voilà, il y en a qui ont plus ou moins, qui sont plus ou moins dans cette philosophie-là. Donc voilà. Donc il y a aussi justement, parler de garant de la coopération. Il faut aussi que parfois on démêle un petit peu des tensions, des conflits, etc. Bon, donc ça se fait dans la durée, ça, hein, ça se fait dans la durée. Donc après, il y en a qui intègrent complètement ça et qui sont au contraire force de proposition pour aider le travail de l'autre, intégrer ses contraintes dans son propre travail. Hein, c'est un petit peu le principe de la coopération. Hein, c'est vraiment de comprendre un peu les contraintes de l'autre et puis de les prendre en compte dans son propre travail. Donc tout ça évolue. On voit que les choses évoluent. Après, quand il y a quelqu'un qui part ou quelqu'un qui arrive, bon ben voilà, je ne vais pas dire qu'il faut tout refaire, mais voilà, on repart des fois un peu du début avec chaque personne. Donc c'est quand même beaucoup d'énergie, quoi. La coopération, ça reste beaucoup d'énergie. Ouais. C'est ce que tu me disais, la trajectoire a commencé il y a 10 ans et elle est pas finie. Non, c'est ça, ben, on se met sur une nouvelle trajectoire, absolument, ouais, c'est ça. On se met sur une nouvelle trajectoire, mais par contre, on voit les évolutions, on voit les décalages qui sont de plus en plus importants, et ça, c'est satisfaisant, quoi. Céline, tu veux poser ta question? Tout à l'heure, vous avez évoqué la nécessité d'aller chercher des banquiers qui n'ont pas les mêmes logiques que vous, des juristes. Est-ce que ces gens, une fois que vous les mettez dans votre sillage, dans votre sillon de démarche, est-ce que vous arrivez à les faire rejoindre le club ou le collectif des Hauts-de-France pour se dire finalement, cette première expérimentation avec eux, c'est une première étape dans leur démarche, dans leur trajectoire, ça peut être bénéfice pour tous, pardon. Ou est-ce que c'est souvent du one shot et une difficulté à essaimer auprès de ces acteurs-là pour que d'autres dirigeants d'entreprise puissent s'appuyer sur ce que vous avez un peu débroussaillé avec eux? Alors, oui, c'est très compliqué. Alors, au Club Noé, on avait lancé un groupe sur le financement justement des nouveaux modèles économiques où on avait invité plusieurs banques qui étaient venues. On avait, je ne sais plus, la Caisse d'épargne, le Crédit Mutuel, la Banque Populaire du Nord, je crois, on avait, je ne sais plus. Mais au final, on a fait quelques réunions. Je pense que les gens qui étaient autour de la table avaient été poussés par leurs supérieurs en disant c'est bien de participer à ce genre de choses. Eux nous regardaient un petit peu en chien de faïence en disant qu'est-ce que vous nous racontez, c'est quoi votre truc? Donc ça a tourné un peu court, pour être honnête. Ça n'a pas été très très loin cette histoire, mais on a au moins essayé. Après, oui, on a par exemple des banques, mais qui sont des banques vraiment
un peu spécialisés sur des projets avec certaines valeurs. Je pense à la banque qui s'appelle la Nef, qui est à l'écoute de ça, mais bon, ça reste assez confidentiel. Après, nous, on a l'avantage, peut-être que c'est le cas dans votre région, mais on a un conseil régional qui soutient beaucoup ces démarches. Et on a aussi été aidé sur quelques projets par le conseil régional qui donne quand même une certaine caution au projet et qui nous permet d'aller plus facilement décrocher d'autres financements. Donc, c'est quand même voilà, c'est quand même une aide précieuse, mais effectivement, aujourd'hui, d'expliquer un modèle que les banquiers ne comprennent pas, ça ne rentre pas dans leur case, quoi. C'est très compliqué. Alors, pour avoir parlé récemment avec un économiste qui a l'oreille de Bercy, il nous expliquait que les banquiers vont être dans l'obligation, et visiblement le sont déjà, mais quand il m'a dit le sont déjà, j'ai fait je pense pas, voilà, mais bon, de prendre des critères extra-financiers pour l'évaluation des entreprises. OK. Bon, je pense peut-être que ça va concerner peut-être les grands groupes au départ, mais visiblement, c'est quand même voilà, c'est une direction qui est prise. Ce qui fait que tous nos petits sujets là peuvent être assez intéressants à valoriser dans ce cadre-là. Maintenant, c'est vrai que sur ce sujet, ça bouge, parce qu'il y a des réglementations européennes, et vous avez raison, ça concerne pour l'instant plutôt que les grands groupes. Maintenant, charge à nous d'expliquer à nos acteurs locaux que voilà, ça va forcément arriver dans les entreprises. Et justement, nous, on a des banques là qui commencent à intégrer ces éléments-là de l'extra-financier. Alors, quand je dis intégrer, je ne sais pas jusqu'à quel niveau. Mais en tout cas, typiquement, nous, on va en parler après, mais on a une soirée sur ce sujet-là et on voit que ça commence à les titiller quand même, tout ce qui est extra-financier. Donc, on peut espérer que ça bouge. Mais après, je pense que c'est la même chose que ce que vous vivez dans votre activité en coopération, c'est que c'est peut-être des petits acteurs du monde juridique, du monde assurantiel, du monde financier, etc., qui seraient peut-être plus à même, eux, d'innover que des grandes structures. On revient sur le même débat qu'on avait tout à l'heure entre est-ce que c'est plus facile pour les PME que pour les grands groupes. Peut-être qu'on peut imaginer des acteurs de ces univers-là de plus petite taille qui seraient plus enclins à se remettre en question et à accompagner ces transformations-là. À voir. Ouais. On arrive un peu au terme de notre webinaire, mais juste peut-être la dernière question, Didier, sur l'étape suivante de cette trajectoire pour toi. On veut dire réduire la matière première, c'est ça? Oui, de toute façon, on travaille déjà forcément, nous, sur la durabilité, c'est-à-dire que quand on met en place un contrat de garantie de performance sur 30 ans, on a tout intérêt à ce que nos installations soient durables et qu'on n'ait pas besoin de les remplacer au bout de 10 ans parce que c'est nous qui allons payer, il faut être clair. Donc, du coup, voilà, on est dans une logique, effectivement, de diminuer la consommation de matériel tiers. De toute façon, pour moi, pour mon entreprise, aujourd'hui, donc j'ai une activité travaux, j'ai une activité maintenance. Et moi, ma volonté, c'est qu'évidemment, on développe la partie service, la partie servicielle, de plus en plus, et que voilà, cette partie maintenance, optimisation, conseil permettent de prendre une part importante dans mon entreprise. Donc voilà, c'est dans cette logique-là. Après, comme on disait tout à l'heure, ça met du temps. Nous, ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus, alors avec plus ou moins des coups d'accélération ou des coups de frein parfois. Je veux dire, tout n'est pas linéaire, mais quelque part, voilà, on continue à avancer dans ces directions-là. C'est sûr que voilà, ce qu'on vit depuis 2 ans ne nous aide pas parce qu'effectivement, quand on essaye d'innover, on essaye
Donc c'est de l'énergie, c'est des coûts, et qu'on se reprend justement tous ces coups de frein sur certaines activités, qu'on reprend toutes les augmentations de matière, tout ça, c'est compliqué. Maintenant, comme je disais, c'est-à-dire que c'est des moments où ça peut être des moments de prise de conscience. Alors, on en a parlé au moment du Covid, le monde d'après, pas forcément très visible. Mais bon, il faut passer par des moments où effectivement on est un peu heurté, on est bousculé pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, ce qu'on parle là, par exemple, par rapport aux banquiers, par rapport aux évolutions des réglementations, par rapport au coût de l'énergie qui est cher, ça peut être des phénomènes d'accélération pour nos modèles qui sont plus vertueux, forcément. Donc maintenant, combien de temps ça va mettre pour basculer? Est-ce qu'il y aura le grand basculement, ou est-ce que voilà, ce sera encore de manière très… Parce que bon, voilà, moi je trouve que ça ne bouge pas assez vite. Ça fait 10 ans qu'on est dessus, on se dit mince. Mais après, je le vois à mon échelle, c'est compliqué aussi de bouger vite, quoi. Donc bon. Ok, merci Didier. Je vais laisser la parole à Isabelle qui nous va faire un petit décryptage EFC de tout ce qu'on s'est dit. Alors oui, je vais faire ça. Hop. Donc, j'ai essayé au fur et à mesure des débats de voir effectivement quels étaient les points prégnants qui me semblaient intéressants de souligner. Alors moi, il y a un point qu'on sait tous, mais sur lequel Didier a aussi encore beaucoup insisté, c'est que aller vers ce référentiel économique, vers l'économie de la fonctionnalité de la coopération, c'est vraiment le dirigeant qui est à la manœuvre, et ça doit être une volonté stratégique qu'il doit avoir et garder ancrée en lui-même, et on l'entend à chaque fois, et voilà, je pense qu'il faut toujours vraiment insister sur ce point-là. Moi, il y a 3 sujets sur lesquels on a un petit peu passé de temps qui me semblaient intéressants de résumer. C'est qu'en ce qui concerne la trajectoire, ce que dit Didier, c'est que finalement, ce qui facilite cette trajectoire, c'est quand on a déjà des valeurs personnelles de développement durable qui lui ont permis de faire évoluer son activité et de le mettre au cœur de la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est des choses qui déclenchent un peu plus rapidement l'envie de bouger. On rappelle toujours cette notion de temps long, mais de temps long à la fois pour se déformer et lâcher prise. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. C'est à la fois, on prend conscience qu'on est rentré dans des schémas et qu'il faut en sortir, mais il faut aussi lâcher prise, c'est-à-dire ce que vous disiez, arrêter de dire c'est pas possible, c'est pas possible. Et nous, ça résonne énormément avec des situations que l'on vit. Et puis aussi, l'idée que la trajectoire, il y a une visée, c'est d'aller vers la performance d'usage. Mais pour autant, ce n'est pas tout de suite la première réalisation que vous pouvez faire, et qu'il y a peut-être des jalons en interne, vous avez parlé, mais en tout cas des étapes à passer, et notamment de la co-construction avec les différentes parties prenantes avant d'aller vers cette garantie de performance d'usage qui nécessite beaucoup d'étapes préalables, à la fois en interne, mais aussi avec les parties prenantes. Et ça, c'est important parce que ce n'est pas forcément le Graal, c'est une visée, mais peu d'entreprises aujourd'hui arrivent réellement à contractualiser sur la performance, parce qu'effectivement, il y a plein d'étapes à passer auparavant. Donc, c'est important dans cette notion de trajectoire d'intégrer, je pense, ces éléments-là. Sur la partie offre intégrée, ce que vous avez soulevé, c'était la notion de se dire la première des choses à faire, c'est de se questionner à quoi on sert, et ce qu'on fait, qu'est-ce que ça produit comme effet. Donc, effectivement, ça paraît logique, mais ce n'est pas toujours évident quand on est dans le feu de l'action. Et finalement, de se focaliser sur cette notion d'usage et sur plus le problème à résoudre que le besoin, puisque l'utilisateur, le client n'est même pas forcément complètement conscient de quoi il a besoin, c'est déjà une des premières étapes pour construire cette offre. Il y a aussi l'aspect de définir la performance, où vous disiez que, alors en particulier sur votre sujet, c'est très bien si on s'engage sur une performance, mais il y a une dimension très humaine dans ce qu'on fait. Et si on veut aller vers cette performance, on risque finalement d'avoir une externalité négative, c'est-à-dire qu'on nuit à la liberté de notre utilisateur. Donc, trouver la bonne position entre tout ça, ce n'est pas forcément évident. Et on revient peut-être à ce qu'on disait tout à l'heure sur cette notion d'éduquer l'utilisateur pour finalement, il se sente libre, mais libre en conscience et en connaissance finalement. Et puis, le dernier aspect sur l'offre intégrée, c'est la notion d'externalité, qui est aussi une belle opportunité finalement pour aller vers cette offre
de performance d'usage, puisque l'idée, c'est à la fois d'en prendre conscience, mais essayer, dans cette nouvelle offre, soit de les réduire, soit de les prendre carrément en charge, ce qui est le principe de Solutiologie. Sur la partie coopération, voilà, vous avez bien soulevé aussi la notion d'identifier des partenaires EFC compatibles. Alors, j'ai bien aimé le terme parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a autour de nous des entreprises qui partagent des valeurs propres à l'EFC, mais qui ne connaissent pas les concepts et que quelque part, voilà, ça peut être aussi des opportunités de se rapprocher de ces gens-là sans forcément qu'ils soient passés par le parcours intégral, même si à un moment donné, il va falloir un peu plus les accompagner, mais qui ont déjà ces valeurs proches du développement durable, de la conscience de l'autre, etc. La notion de prochain témoin d'ailleurs. Ouais. Ce sera Oui, le prochain témoin. La coopération, c'est aussi évidemment un principe de partage de valeurs, mais de travail et de travail en confiance. Donc là, il y a vraiment les 3 mots importants pour moi. Il y a 4, partage, valeur, travail, confiance. Ça, c'est vraiment le quotidien de la coopération dans tout ce que vous venez d'évoquer et ce n'est pas fini. Vous avez évoqué aussi la notion de régénérer la confiance par l'engagement sur la performance. Alors là, c'était plus dans la coopération avec le client, où vous parliez de défiance. Ça, c'est important aussi, c'est de dire finalement, même si on n'a pas complètement la confiance ou qu'on l'a perdue, le fait de se positionner autrement en s'engageant sur cette performance, ça va être un moyen, un levier pour recréer cette confiance et du coup, recréer cette activité un petit peu plus vertueuse. Et on a beaucoup évoqué aussi la notion du rôle d'acteur pivot garant de la coopération, parce qu'effectivement, c'est un travail au quotidien, à la fois dans la réalité de ce qui se passe, mais aussi dans les entrées d'acteurs, les sorties d'acteurs que vous évoquiez tout à l'heure, où il faut à chaque fois réexpliquer dans quel cadre on se situe et quelle philosophie on a en travaillant ensemble. Voilà les 3 points moi, que j'ai vraiment essayé de signaler. Et puis, sur les enjeux aussi que vous avez soulevés, la problématique financière qu'on vient encore d'évoquer, qui est de dire cette transformation de modèle où on va vers l'accès à l'usage, ce n'est pas toujours compris par ceux qui peuvent nous aider à le financer pour démarrer. Il y a tout ce qui est lié aussi au niveau de garantie qui peut être exigé par des clients, plutôt grands clients, qui est difficile à satisfaire quand on est un collectif de TPE-PME. Du coup, on a des éléments aussi d'impact juridique qui sont liés à cette offre. Il y a aussi la notion d'embarquer les élus, ce que vous disiez, parce que en fait, sur l'exemple des pelés aussi, c'est de dire finalement, dans le modèle que vous cherchez à créer au travers d'une coopération entre acteurs privés, il y a aussi cette notion de créer de la valeur territoriale. Et pour ça, il faut aller se rapprocher des élus et des institutionnels. Ça me semble un élément important en termes d'enjeux aussi, probablement pour la suite de vos offres. Et puis, la notion, effectivement, assez classique de durabilité, voire de soutenabilité des solutions techniques, parce qu'effectivement, s'engager sur la performance et s'engager sur le temps. Donc, il faut s'assurer que ce que l'on propose, qui permet de délivrer le service, ça tienne dans le temps et que ce soit économiquement soutenable pour vous et puis pour la planète soutenable dans le sens où on continue quand même à faire attention à ce que l'on fait en termes de ressources naturelles consommées, utilisées, etc. etc.